Voilà. Rebonjour à tous après les explications du fonctionnement qu'on a fait hors live. On est parti ensemble pour un nouveau live du lab avec une nouvelle analyse professionnelle et pratique. Et comme d'habitude, je vous invite à me dire qui a un truc à nous partager aujourd'hui. Qui se porte volontaire? Cathy, Sarah, Gaëtan, Cyril, Marion, Jérémy Carré, Sylvain. Allez, on évite d'y passer 5 minutes comme à chaque fois. Rien de neuf sous le soleil. Et nous, on s'est vu ce week-end en plus, alors. J'émerge. Sarah. Allez, je me lance. Alors, c'est plus une demande d'avis, de conseil. Je suis une jeune fille de 15 ans, donc pour un problème de confiance en elle. Et là, j'ai eu des nouvelles de sa maman hier, me disant qu'en fait, elle subit un harcèlement au lycée. Et donc, elle est dans un état assez compliqué, étant donné que les personnes qui la harcèlent, ce sont à la base des copines à elle, qui lui ont dit qu'elles allaient tout faire pour la détruire, donc que ce soit moralement, sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, j'ai cette jeune qui ne veut plus aller dans son établissement. Et donc, je la vois à la fin de la semaine et j'aurais voulu avoir un petit peu un échange par rapport à cette problématique. Est-ce que vous avez déjà reçu des enfants ou adolescents qui subissent du harcèlement scolaire et voir un petit peu, avoir des clés pour les accompagner encore plus efficacement. Super, merci beaucoup Sarah pour cette demande de problématique. Moi j'ai des questions un petit peu à te poser avant pour donner des éléments aux autres. Tu dis que tu as déjà suivi cette jeune fille, c'est pas mal de temps que tu la suis. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, les raisons pour lesquelles tu l'as déjà suivie, quel type de relation vous avez ensemble, depuis combien de temps tu la suis, combien de séances tu as pu mener, quel type de profil? Alors, je l'ai vue déjà 2 fois. C'est une jeune qui vient c'est plutôt une jeune fille qui, en fait, absorbe tout ce qu'on lui dit, toutes les remarques, toutes les critiques et garde tout pour elle. Elle n'ose jamais s'exprimer ou aller à l'encontre de ce qu'on peut lui dire. Donc, elle absorbe vraiment pas mal. Elle est issue d'une famille où les parents se sont séparés et la séparation, ça a été assez compliqué. Actuellement, elle voit plus son papa depuis, si je ne me trompe pas, 2 ans. Donc là, déjà, au niveau émotionnel, on travaille beaucoup sur ça. Et actuellement, depuis janvier, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, depuis janvier, elle s'est mise avec un copain dans le lycée et j'ai cru comprendre que c'était depuis cette mise en couple que ses copines ont fait un revirement de situation par rapport à elle. Et dans ses copines, donc il y a trois personnes. Il y a une leader, entre guillemets, et 2 suiveuses. Et elle me disait qu'avec les 2 suiveuses, quand elle était toute seule, ça se passait très bien. Et quand elle était avec la 3e personne, elle suivait le flot et donc elle leur faisait voir de toutes les couleurs aussi. Voilà. Super, riche de ces informations. Les autres. Je vous rappelle que la question de Sarah, c'était de venir chercher un maximum d'informations pour pouvoir l'aider à mener une séance la semaine prochaine, donc pour une notion d'agression ou de harcèlement scolaire de la part d'élèves envers une autre élève. Que vous demandez si vous aviez déjà vécu ça. On y va. Est-ce qu'il y en a déjà, certains d'entre vous, qui ont reçu des jeunes pour ça? Oui, non? Non. Ok. J'en ai suivi, j'apporterai les clés au fur et à mesure, d'accord? Partant du fait que ce soit neuf pour tout le monde, avec votre expérience de thérapeute, vous avez tous une expérience qui est différente, comment vous vous positionneriez? Cathy? Tu dois avoir un problème de connexion parce que
Bref. Alors moi, j'ai déjà eu une ado victime de harcèlement. J'ai pas de recette ou de comment j'aborde ou quoi, puisque en fait, moi, la question que j'allais poser, c'est comment l'ado s'exprime et qu'est-ce que elle vient chercher en venant te voir, en fait. Et je partirais de là. Et j'imagine que la demande, elle peut évoluer en fonction des séances. Et en fait, pour moi, c'est vraiment prendre ce qui est là le jour J où elle est chez toi. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné avec elle. Et puis, en fait, c'est une façon un peu aussi de dérouler la pelote, mais au fur et à mesure de ce que elle t'amène à l'instant T où elle est dans ton cabinet. Voilà comment je me positionnerais. Juste ton micro, Sarah. Non, c'était juste pour remercier Cathy déjà par rapport à son intervention. Et oui, à la base, elle recherche de la confiance en elle pour s'apprécier tant sur son intérieur que sur son physique, alors que c'est une jeune fille qui est plutôt, comment dire, avec des caractéristiques physiques qui sont elle est plutôt agréable à regarder, mais elle a une terrible manque de confiance en elle qui font que en fait, elle est fragile sur plein de points. Et donc, à la base, elle, déjà, sa demande, c'est davantage avoir confiance en elle pour oser dire ce qu'elle pense aux autres. Sylvain. Moi, il y a avant tout un truc sur le contexte, c'est-à-dire que le harcèlement moral, c'est illégal, / condamnable, je pense. Et du coup, il y a une histoire, c'est pas de notre rôle, mais avant d'intervenir, pour moi, il y a une histoire de stabiliser la situation. C'est-à-dire que ta cliente, elle est régulièrement harcelée. Donc, quel que soit le travail que tu vas faire, quoi qu'il arrive, quand elle va sortir, elle va se retrouver dans un contexte où elle s'en prend plein la gueule tous les jours. Et du coup, je travaillerai entre guillemets avec elle à stabiliser ça, c'est-à-dire à la rediriger vers qui de droit peut aider la situation, du moins au moins que la situation n'arrive plus. Et après, là où moi, mon travail interviendrait, ce serait de gérer les conséquences ensuite. Mais une fois que c'est fini, tant que l'agression est en cours, je trouve que c'est difficile d'intervenir. Très bien, Sylvain, merci, extrêmement pertinent. Effectivement, ne confondez jamais ce que vous avez envie de faire pour une personne et le véritable rôle professionnel que vous pouvez tenir avec les compétences que vous avez. Là, effectivement, il y a cette question qui est extrêmement importante. C'est pour ça que je coupe là pour l'instant. Après, on va relancer le débat ensemble. Mais on est face à une procédure qui peut potentiellement tomber sur du légal, sur du judiciaire, sur du juridique. Là, concrètement, cette petite, elle est déjà d'un point de vue légal, potentiellement dans une situation qui mériterait une action qui ne correspond pas à une de vos actions. Potentiellement une action policière ou autre, mais qui ne correspond pas à une action que vous pouvez vous mener. Secondement, on se positionne aussi sur l'approche psychologique de la chose. On n'est pas là, on n'a pas les rôles, on n'a pas les compétences, nous, en tant que thérapeute en hypnose, de pouvoir traiter une urgence dans une thérapie non réglementée. On n'est pas là pour ça. Donc, si la situation est continue, qu'elle est en cours, quel rôle vous pouvez réellement avoir dans cette situation-là, en sachant que logiquement, il y a des éléments qui ne seront pas de l'ordre de vos compétences. Il y a un truc que vous ne pourrez pas définir, c'est de quelle manière votre sujet va être influencé dans le milieu qui pose un problème et qui pose conflit au fur et à mesure que vous allez la faire travailler. Et donc, de quelle manière, la manière que vous aurez de la faire travailler ne va pas forcément travailler sur elle, mais aussi sur les injonctions qu'elle va avoir d'elle dans son environnement psychosocial et donc des réponses sociales, donc de son environnement, sur elle, et donc sur la construction identitaire qu'elle en aura. C'est un petit peu comme si vous vous enfermiez dans les travaux d'OJAS. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir faire des choses, plus ça va engendrer des conséquences, et plus ces conséquences vont engendrer des réponses qui elles-mêmes vont engendrer de nouveau des conséquences sur la construction identitaire du sujet. Donc en gros, c'est un sacré bordel. Partant de là, et fourni de ces informations que Sylvain vous a posées et des infos que je viens de pousser un petit peu,
Du coup, comment vous vous positionneriez? Là, tous. Ça vous fait venir quoi en tête, là? Personne? Quelqu'un prend la parole. Comme dit Sylvain, peut-être déjà savoir est-ce que elle est au courant de quels sont les aspects réglementaires de cette situation. Déjà, est-ce qu'elle a connaissance de ça? Est-ce que elle ou sa mère ont connaissance de ça? Et après, si elle a connaissance de ça, ben, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas encore été dans cette démarche? Et si elle n'est pas au courant, qu'est-ce qui ferait qu'elle irait faire cette démarche ou qu'elle n'irait pas faire cette démarche légale de signalement, ou je ne sais pas exactement comment ça se passe? Super. Quelqu'un d'autre? Est-ce que déjà, il y a des personnes... Ah, bah tiens, Gaëtan, t'as levé la main, dis-moi. Ton micro, Gaëtan. Ton micro, Gaëtan. Oui, vous m'entendez? Oui, j'avais oublié j'ai levé la main, mais j'ai pas ouvert le micro. C'est le problème du harcèlement. Je me demande quelque part, une séance d'hypnose, à quoi ça peut servir? Ça peut servir a posteriori. Si, par exemple, elle avait changé d'établissement pour évacuer justement les traumas, les séquelles de ce que cette situation a pu produire. Mais comme l'a dit pertinemment Sylvain, tant qu'elle va retourner, qu'elle va se retrouver face à cette meneuse, donc la question, à mon avis, ce que je lui poserais, mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose, c'est plus du bon sens. Est-ce que c'est une copine à laquelle elle tient et elle n'ose pas, elle a peur de la perdre ou quoi, et c'est pour ça qu'elle subit cette situation? Et deuxièmement, elle a quand même un axe sur lequel elle peut s'appuyer, c'est que si elle a un petit copain, ça c'est quand même plutôt positif pour lui redonner confiance en elle. Alors est-ce que c'est pas cette meneuse qui est plutôt jalouse d'elle et essayer de lui montrer l'aspect vrai ou faux, on s'en fout, mais peut-être essayer de la valoriser en faisant en sorte qu'elle se rende compte de cette situation pour qu'elle ose aller l'affronter. Parce que la clé, c'est ça, il faut qu'elle se confronte à cette meneuse et qu'elle lui plie le bec. Sinon, elle va subir. Donc, il n'y a pas de solution. Et sinon, la solution extrême, c'est effectivement d'aller voir le responsable de l'établissement pour qu'il s'en mêle. Mais elle va être la balance, elle va être, voilà, ça va se répandre. C'est une situation qui est complexe. Donc, en fait, la clé, c'est est-ce qu'elle est à même d'affronter cette fille? Est-ce qu'elle veut le faire ou pas? Est-ce qu'elle est prête à aller au clash ou pas? Moi, j'aborderais ça comme ça. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose. D'entendre ça, les autres, comment vous avez envie de réagir? Jérémy, tu as levé la main. En fait, je pense qu'on a là une position à prendre. C'est-à-dire que d'abord, l'idée, ça serait effectivement donc d'expliquer le rôle en termes de pénal, des sanctions qui peuvent être encourues, mais le harcèlement de l'autre personne, à part y faire face, la personne que tu vas voir, Sarah, elle aura, à part y faire face, affronter, elle n'aura pas vraiment d'autres choix. Donc, parce que c'est une situation, c'est quelque chose qui est extérieur à elle. Et toi, la position que tu vas prendre par rapport à ça, c'est assez important, je trouve. Je suis désolé si je suis pas très clair, je suis un peu malade et j'ai peut-être un peu l'esprit embrumé encore un peu. Les autres. Fort des réflexions qu'on a eues, Gaëtan, de Jérémy, de tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, là, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à ça? Quelle question vous vient? Quelle difficulté vous traverse l'esprit à cet instant et comment vous positionneriez-vous? Pardon, Cathy. J'allais dire que Non, la difficulté, c'est de savoir ce que le sujet veut vraiment, en fait. et comment elle se positionne, elle? Parce que pour l'instant, l'info, elle vient de la mère. Alors, attends, justement, on va demander la précision à Sarah. Sarah, l'info, elle vient de la jeune fille, elle vient de la mère. Donc moi, elle m'avait parlé de ses copines qui n'étaient pas agréables avec elle, mais elle ne m'avait pas parlé.
elle n'en avait pas utilisé les termes de harcèlement parce que la dernière fois que je l'avais vu, ça restait des chamailleries de récréation, quoi. Là, depuis la dernière fois que je l'ai vu, il s'est passé 15 jours, 3 semaines. Est-ce que du coup, il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement, justement, un élément choc pour que la maman me contacte. Et voilà, donc là, je verrai bien avec la jeune ce qu'elle me dit la semaine prochaine. Donc là, concrètement, avec les échanges qu'on vient d'avoir, toi, ça te fait plutôt réfléchir à quoi et ça te fait positionner comment là? Donc là, moi déjà, effectivement, comme avait dit, je crois que je sais plus si c'était Jérémy ou Sylvain, d'abord, légalement, voir si elle sait que c'est condamnable, entre guillemets, et il y a des numéros à appeler, il y a des choses à faire pour qu'elle sache qu'au niveau administratif, en tout cas, face à la loi, il y a des mesures qui peuvent être prises. Et faire un état des lieux de voir si elle sait qui elle peut contacter et si elle sait qu'elle peut être épaulée dans cette situation. Après, oui, il est certain que une position à avoir par rapport à cette jeune et cet accompagnement-là. J'ai suivi pas mal de spécialisations, parce que je suis spécialisée dans les enfants et les ados, donc le harcèlement, il y a déjà des choses que j'ai vues avec Emmanuel Piquet, avec Aïf et tout ça, donc il y a pas mal de choses pour les accompagner en hypnose, mais c'était plus pour avoir voilà, un avis de quelqu'un qui aurait pu avoir vécu cette situation déjà avec un client et avoir voilà, des idées pour dégrossir un petit peu les choses. Parce que j'ai eu plusieurs cas de harcèlement, mais pas qui allaient jusqu'à l'atteinte de la vie sur les réseaux sociaux, etc. C'était pour avoir un peu plus de billes pour l'accompagner. Jérémy, Du coup, est-ce que c'est vraiment du harcèlement ou est-ce que c'est juste de la jalousie et des chamailleries de récré? et c'est justement l'un des points qu'il faudra être amené à pouvoir éclaircir dès le début du rendez-vous. On touche au premier point effectivement à effectuer, c'est que pour l'instant, on n'a que des on-dit et d'un rapport de la part de la mère qui, émotionnellement, forcément, est touchée par une potentielle situation de sa fille. Mais on a aussi derrière des éléments qui permettent de modérer les paroles de la mère avec un suivi qui était déjà en cours avant et qui permet à Sarah, notamment ici, de pouvoir se poser la question à un moment donné si on est vraiment face à du harcèlement ou non. Si on n'avait pas déjà cet avis-là de Sarah et qu'on arrivait sur un primo-client qui vient vous voir avec sa mère, sous l'impact de la mère, avec juste les paroles de la mère, ça nous emmène aussi à se poser la question de la troisième chose, qui est très simple, et comme je viens de le faire avec Sarah par rapport aux éléments qu'on avait dit juste avant, je crois que c'est Cathy qui disait mais on n'a que les paroles de la mère, dont on ne pouvait pas forcément être sûr, c'est que dès qu'on a un doute, ou dès qu'il manque des informations, d'aller chercher les informations à la source. Or là, la source est la meilleure personne pour vous dire si elle se sent harcelée ou non, c'est qui? C'est votre sujet. D'accord? Bon. En fait, ce qui va permettre de définir réellement la manière que vous aurez de travailler avec lui, c'est déjà de pouvoir, avec lui et avec lui seul, et pas avec un élément tiers, définir exactement le contexte de la situation, définir exactement les angles sur lesquels elle a envie, besoin de travailler, et quels sont les conflits, les enjeux en termes de relations sociales, psychosociales, mais aussi psychologiques, qui peuvent se jouer pour elle, et notamment au niveau émotionnel. Et donc, ce sur quoi, pourquoi elle pourrait peut-être venir vous voir et la thématique sur laquelle on pourra travailler va peut-être pouvoir générer tout un ensemble de systémies somatiques spécifiques qui nous emmèneront des émotions, et donc qui nous emmèneront des véritables terrains de travail spécifiques qu'on pourra faire avec elle. Toujours avec ce petit guillemet, cette petite astérix de dire « Ah, attention, potentiellement, je travaille dans un environnement ici qui est continu, qui va continuer à se mouvoir, à bouger, et je ne suis pas face à une situation passée, datée, terminée. » Ce qui veut dire que toutes les actions que je vais emmener dans la modulation de la perception de l'environnement
dans mon sujet, dans la manière qu'il aura de se positionner face à cet environnement agressant qui est présent, en cours, actuel, comment ça va moduler son positionnement et donc potentiellement comment ça va influencer le reste des enjeux qui vont se jouer, qui s'appellent les enjeux psychotiques au sein du groupe. Et donc, comment potentiellement je vais influencer ces impacts-là. Ça va? Et est-ce que c'est mon droit en tant que thérapeute ou pas? Et qu'est-ce que je vais être capable d'assumer ou pas dans tous ces enjeux? Kylian, tu voulais rajouter un truc tout à l'heure, il me semble. Ouais. Alors déjà, bonjour tout le monde. J'arrive un peu en retard. Et du coup, j'ai pas eu l'histoire telle que Sarah l'a racontée initialement. Et peut-être que du coup, ça me permet de poser un regard plus objectif. Parce que j'ai entendu un certain nombre de choses qui m'ont allumé quelques red flags au passage. On a entendu, je ne sais plus justement qui disait quoi, hein, chacun entendra la paternité de ses propos. J'ai entendu par exemple qu'il fallait débrouiller la situation et que pour ça, il fallait demander à la jeune fille de savoir est-ce que finalement c'était du harcèlement ou pas, est-ce qu'elle se sentait harcelée ou pas. Attention, si on parle d'une qualification légale, pénale, il ne s'agit pas de savoir si elle se sent harcelée ou pas, mais si elle l'est. Puisqu'on peut très bien avoir, comme le disait Jérémy, tout un tas de systémies, de machins, d'influences qui vont faire en sorte que la personne va considérer ça comme normal. Comparons-le à la situation d'une violence conjugale dans laquelle la personne violentée va être tellement prise dans le système qu'elle va trouver les justificatifs pour oui, mais c'est moi qui, nanana, nanana. Donc attention, on est ici dans une situation dans laquelle potentiellement, c'est pas la demande du sujet qui va primer en termes de savoir objectif. Deux yeux toujours sur cette côté-là, vous avez en face de vous une personne mineure. Et il s'agit d'une personne, j'ai entendu, donc je n'ai pas les détails, mais j'ai entendu menace de la vie. Si vous avez en face de vous un mineur en danger, ben, c'est une situation qui correspond à un cadre légal particulier. C'est-à-dire que potentiellement, vous vous retrouvez dans la situation de devoir éventuellement signaler. Alors, bien sûr, vous avez un représentant légal en face, mais par exemple, j'attire votre attention, même en tant que médecin, c'est l'une des deux seules situations qui délie le médecin de son secret médical. Mineur en situation de danger égale délier du secret pour pouvoir signaler. Donc, c'est pas juste une histoire de est-ce qu'elle se sent, ou etc., etc. Bon, mais en même temps, moi, j'ai toujours pas entendu les éléments, et du coup, j'ai entendu chamaillerie d'un côté, j'ai entendu menace vitale de l'autre. Je ne sais pas de quoi on parle, mais, et ça va être un point très important, il va falloir, avant de parler d'hypnose, amener du ultra factuel. C'est peut-être votre rôle, parce que c'est vous qui êtes en face, dire, on parle de quoi là? C'est quoi les faits? Et non pas les interprétations des faits qui vont avoir leur importance si on voulait travailler sur un cas de partie émotionnelle, négativement des faits. Donc ça, c'était tout un côté. Et je voudrais aussi rebondir sur Gaëtan, ce que tu disais tout à l'heure. Je disais, oui, mais à un moment, alors je caricature ton propos, hein, tu m'excuses, j'ai plus les guillemets exacts. À un moment, il va falloir qu'elle se pose, c'est elle de se défendre, c'est à elle de monter au créneau. Grosso modo. Attention, là aussi, si c'est quelque chose de pénal, on est dans un état de droit dans lequel c'est pas à la personne de monter au créneau. C'est pas à un tel ou un tel de se faire justice, mais au contraire, c'est bien, attends, non, le message, c'est pas normal. Et du coup, si c'est pas normal, c'est pas à toi d'aller contre. Attention, le pont entre gamin, ado, harceleur et harcelé est extrêmement fin. Attention à ne pas faire d'un harcelé, pardon, un harceleur. Et donc, l'idée, c'est normalement qu'on détache la fonction judiciaire, on détache la fonction de correction, la fonction de violence, de l'intégralité des choses. Donc, attention à ce point-là. Bien sûr que oui, il faudrait que soit pas dans un je suis, bien sûr, mais attention, ça règne de la finesse. Mais je sais que j'ai caricaturé ton propos, Gaëtan,
Mais je voulais juste éclaircir ça. Donc, il y a vraiment des trucs importants. Je vais te donner la parole, Gaëtan. Attends. Il y a vraiment un truc important là-dedans. C'est déjà, là, on est face à une situation qui est tridimensionnelle pour nous en tant qu'humains. C'est qu'on a le positionnement qu'on aimerait avoir en tant qu'humain en termes de conseils qu'on pourrait avoir, tel que l'on pourrait être touché dans la situation en tant que parent par rapport à notre enfant. Et donc, comment on aimerait pouvoir conseiller, consulter, orienter le sujet vers telle ou telle réaction qu'on voudrait lui conseiller à avoir. On reprend un petit peu les termes, par exemple avec Gaëtan, sans porter aucun jugement sur la situation. C'est un élan que l'on pourrait avoir de conseils tel qu'un père ou qu'une mère pourrait avoir vers son enfant. Ensuite, on a le côté thérapeute. Côté thérapeute qui, à nous demande de faire face à une personne et non pas à son tiers, pour pouvoir savoir un petit peu ce qui se joue pour elle, comment elle se positionne, en faisant attention à ne pas pouvoir créer d'influence dans les paroles que l'on porte, en disant qu'est-ce qui fait que tu te ressens harcelé ou qu'est-ce qui fait le harcèlement scolaire, qui, l'une ou l'autre des paroles, pourrait soit justifier le harcèlement scolaire, soit minimiser le harcèlement scolaire et pouvoir potentiellement créer un sentiment de culpabilité de se sentir harcelé chez le sujet. Qui donc, déjà, rien qu'avec cette parole, pourrait influencer la manière dont vous pourrez professionnellement travailler avec cette personne. Et après, on a le troisième aspect, donc l'aspect juridique, où effectivement, il va falloir objectiver potentiellement le cas du harcèlement, se demander si effectivement cette objectivation d'un potentiel harcèlement ne demanderait pas de la part d'un professionnel de l'accompagnement la note d'une information préoccupante, qui est un élément légal et obligatoire pour dénoncer l'un des éléments pénaux dont vous pourriez être témoin et qui effectivement sort du secret médical. Encore une fois, vous avez la possibilité d'avoir aussi recours à vos conseils en termes de conseils juridiques sur vos assurances en RC Pro, qui peuvent être de très bons conseils là-dessus pour pouvoir vous aider à vous orienter en fonction des cas que vous rencontrez, qui permet de pouvoir prendre des bonnes décisions sans sortir de votre cadre de secret professionnel. Et donc, il va falloir jouer avec ces trois-là et trouver le juste milieu dans cette situation. Et qu'au bout du compte, on se rend compte que notre positionnement à nous, en termes de professionnel, il n'est pas simplement aussi dirigé et linéaire que d'être le thérapeute, mais c'est aussi d'être le professionnel dans toute son essence. Ça va? Gaëtan, tu voulais rajouter un truc? Oui, pour nuancer, moi, je ne serais pas d'avis de lui dire, Guylain, oui, il ne faut pas interpréter ma réaction, effectivement, un peu de papa, comme un conseil, mais plutôt comme un questionnement. Pour moi, je vois ça en trois phases, trois étapes, trois possibilités. Soit elle subit, et c'est le cas actuellement. Donc, essayer de déterminer chez elle jusqu'où elle est prête à aller, c'est-à-dire pour arrêter de subir, est-ce qu'elle est prête à se confronter, parce qu'il y a une fille qui est meneuse avec les deux autres qui suivent et qui la harcèlent et qui lui ont dit on va te détruire. Donc, pour moi, j'avais pas compris ça comme une violence physique. J'avais compris ça comme une violence plus sociale dans les réseaux, tout ça. Tu vois, c'était. Donc, est-ce qu'elle est prête à oser affronter l'événement et arriver à montrer que justement cette meneuse n'a plus de prise sur elle? Ça, ce serait le premier point. Ce serait intéressant de lui faire prendre conscience, mais en la questionnant, pas en lui disant fais-le. Tu vois. Et deuxièmement, si justement il y a plus de danger que ça et qu'il y a une intégrité physique qui est mise en cause, à ce moment-là, se tourner peut-être vers les structures extérieures pour venir l'aider et pour venir la préserver justement de ces extrêmes. L'idée, c'était pas de régler ça dans la cour, hein, voilà, pas du tout. Mais alors, elle se situe où? Est-ce qu'elle est plutôt victime et justement c'est ce qui la perturbe et elle n'envisage absolument pas de sortir de ce schéma, ou est-ce qu'elle a quand même des ressources? Et moi je pense que ces ressources elle les a parce que si elle a un petit copain et tout, elle a un pilier positif quelque part autre. Et donc en sachant très bien que les conséquences de sa réaction vont potentiellement faire qu'elle va se disputer avec ses copines et elle va les perdre. Donc, est-ce qu'elle est prête à faire un trait, à tirer un trait sur cette amitié? Donc, à cet âge-là, forcément, ça a de l'importance. Donc, c'était juste mesurer, elle, où elle se situait dans
dans ces trois possibilités. C'est là où Jusqu'où elle c'est veut là bien où- aller. c'est là où on Comment retrouve c'est là où on retrouve les jeux psychotiques du lien social, enfin de la sociologie des groupes restreints, où on retrouve effectivement ces notions de double contrainte. C'est-à-dire, effectivement, d'un côté, je me sens harcelé, mais en même temps, à travers ce harcèlement, c'est quand même mon groupe amical, mon groupe d'amis dans lequel j'évolue, et où, en fait, tous les éléments ne sont pas potentiellement agresseurs, mais qui peuvent tous devenir agresseurs en fonction des influences et des inter-influences de chacun des membres du groupe. Sarah, tu nous disais un truc qui était important au tout début de la présentation, c'est ça, c'est les rapports de la mère qui dit que ses amis lui ont dit clairement, on va te faire ramasser, on va te pourrir sur les réseaux, comme on va te pourrir à l'école. Là, je fais le lien avec ce que nous a marqué Cyril, qui est très intéressant. Il nous rappelle que la définition du harcèlement, c'est une violence fondée sur des rapports de domination ou d'intimidation qui a pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime et un impact sur sa santé physique et ou psychique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas en arriver jusqu'au point d'attendre qu'il se passe quelque chose physiquement. Et le simple fait déjà qu'il y ait une dégradation des conditions de vie de la victime de manière psychique peut, sous élément de preuve, bien sûr, justifier une suspicion de harcèlement scolaire, de harcèlement tout court d'ailleurs. Ça va? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir mener. Et vous voyez qu'on touche vraiment à un cas complexe. Ramener de toutes ces informations. Est-ce qu'il y en a qui a envie de rajouter quelque chose? Je le mentionne juste, excuse-moi, Marion, c'était l'assistance juridique des cartes, enfin des assurances et compagnie, etc. Sachez que la plupart des commissariats, alors pas forcément le commissariat du bar en bas de chez vous, hein, mais les commissariats centraux, ont des psychologues des victimes. Donc c'est des gens qui sont employés par les commissariats ou les gendarmeries, hein, mais qui sont justement une très bonne interface pour faire justement comme les autres. Elles ne sont pas du côté police, mais elles doivent faire une très bonne interface pour justement aller accompagner la personne, etc. C'est des choses que j'ai déjà utilisées pour justement permettre, dans le cadre de violences, en l'occurrence c'était des violences conjugales, mais quelqu'un qui me disait non, je ne peux pas aller porter plainte, je vais me retrouver devant le mec officier, là, etc. Il y a des choses qui existent entre les deux et ce n'est pas forcément des choses connues. Excuse-moi, Marion. Non, pas de souci. Bonjour à tous, désolée d'avoir été en retard. Ouais, du coup, en fait, par rapport au harcèlement, c'est assez cadré maintenant. Moi, je me posais la question de l'impact ces premières séances qui ont déjà été vécues. Est-ce que si ça avait déjà amené des changements chez elle? Parce que on arrive à la 3e, elle revient. Est-ce qu'il y a un suivi aussi à côté? Est-ce qu'il y a d'autres choses de mise en place? Voilà. Puis les premières séances, est-ce que ça a été bénéfique? Et voilà. Sarah, tu peux répondre? Alors oui, il y a eu des évolutions par rapport à sa situation. Déjà, il y a eu pas mal comment dire, de prise de conscience de certaines choses qu'elle vivait, donc qui ont fait que ça lui permet d'évoluer. Et là, donc là, par rapport au problème initial pour lequel elle venait, on a quand même pas mal avancé. Là, c'est comme après ce qui est dit depuis le début, c'est une problématique qui m'a été amenée par la mère. Donc là, je vais vérifier avec la fille tout plein de choses au prochain rendez-vous, voir ce qu'il en est et ce qu'elle recherche par rapport à cette situation-là avant de voir pour la suite, quoi. Bien. Là, on touche à un élément qui est super important, quel que soit le type de séance que vous faites. Sarah, tu suis cette jeune fille, pour quelles raisons exactement depuis 3 séances? C'est bien pour son côté introversion et son rapport aux autres et sa manière de s'affirmer aux autres, c'est ça? Ok. Tu peux juste le dire au micro, comme ça tu peux prendre le caméra et on te voit, sinon les autres ne te voient pas sur le replay. Oui, c'est ça. Ok. Donc, ça fait déjà 3 séances qu'on a sur... Là, ce sera la 3e. Là.
Ça sera la troisième. Donc, on a eu 2 séances qui ont été faites d'abord sur la capacité du sujet à pouvoir s'exprimer et se positionner au sein de ces environnements sociaux avec plus de confiance et plus d'aplomb que ce qu'elle peut avoir jusqu'à maintenant, parce qu'elle souffre de ne pas pouvoir le faire. Elle souffre de son introversion, elle souffre d'absorber la totalité des choses qui peuvent la toucher et de la sensibilité qu'elle peut avoir par rapport aux éléments que son environnement lui apporte, mais elle n'arrive pas à interagir en toute honnêteté et en tout aplomb de ce qu'elle aimerait le faire. On a déjà 2 séances qui ont été faites là-dedans. D'après vous, ces séances-là, et elle nous le dit, Sarah, il y a eu du mieux. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est en quoi la modification qu'on a apportée chez le sujet dans sa manière de se positionner, dans sa manière de se mettre en exergue au sein des groupes sociaux dans lesquels elle évolue, que ce soit son groupe familial, son groupe amical, ses groupes sociaux plus larges, sa classe, mais aussi ses groupes sociaux encore plus larges, son lycée, son collège, va avoir une influence sur les gens qu'elle fréquente. Et donc, va avoir une influence sur la totalité des chaînes sociales dans lesquelles elle évolue. Qu'elle change son comportement, les autres vont voir aussi sa modification comportementale se changer, elle va voir qu'elle va s'affiner de notre manière, et donc, comment aussi, quelque part, certains éléments en réaction peuvent peut-être potentiellement être interprétés comme du harcèlement, et comment elle peut aussi ne pas l'être. Plus loin que ça, c'est simplement se poser la question de comment moi, en tant que thérapeute, et l'influence du travail, l'accompagnement que j'ai, sort de mon propre carcan et de mon propre contrôle en termes de résultats, puisqu'il y a des zones d'éléments que je ne peux pas contrôler, qui vont être les éléments influenceurs propres et principaux à la vie de mon sujet, c'est-à-dire ses environnements de vie habituels. Ça va? Dès lors que vous arrivez à moduler, enfin pas vous-même, mais que vous arrivez à faire en sorte que le sujet module son comportement et le modifie, notamment sur des aspects de travail, d'échanges psychosociaux et d'échanges relationnels, il faut aussi potentiellement vous attendre effectivement à ce qu'il y ait une continuité dans cette modulation, mais qui aille dans les 2 sens. C'est-à-dire que forcément que tout le travail que vous faites qui est là pour lever des conflits psychosociaux ou psychologiques de votre sujet puisse en conséquence créer de nouveaux conflits psychosociaux et sociaux dans l'autre sens. Ça va? C'est pas linéaire un problème qu'on travaille, c'est pas problème égale solution. C'est élément travaillé égale conséquence égale répercussion dans un cycle presque infernal qui va, dans un objectif final et idéal, réussir à se stabiliser dans quelque chose qui sera sain dans la totalité des systèmes de l'environnement de vie de votre sujet. C'est ça qui fait la complexité de notre métier et qui fait aussi que ça sort aussi de notre compétence à nous seuls. Que quelquefois, c'est aussi bon de pouvoir faire preuve d'humilité en se disant là, on sort de mon carcan d'analyse et de carcan des compétences et des connaissances que j'ai en termes de psychologie et de sociologie, et j'ai potentiellement besoin d'aide avec un professionnel de l'accompagnement de la santé mentale qui est à un autre niveau de compétence et un autre carcan d'autres dogmes d'interprétation que moi. Toujours au profit du sujet. Ça va? Ça vous parle ce que je viens de dire? Ça vous paraît sensé ou pas? Non, personne? Oui, Sylvain. Et si maintenant, avec la séance, c'est avéré que donc elle confirme, on passe les doutes qu'on a mis, etc., elle est vraiment harcelée. D'après toi, comment on fait? Il y Bah, a des éléments objectivables en termes de potentielle suspicion de harcèlement. Sur quel type d'éléments tridimensionnels que propose ce type de thématique, ça peut faire tomber? Oui, bah ok, moi je viserais plus pour la pousser vers un autre accompagnement que le mien. Maintenant, à quel point tu as une relation, une alliance thérapeutique déjà mise en place que tu peux utiliser, je sais pas. C'est ça, c'est que ça va pas être manichéen. Maintenant, c'est comment moi j'ai l'humilité de limiter les compétences que je peux avoir en termes d'accompagnement pour sauvegarder la place de compétences aussi que j'ai dans cet accompagnement-là, pouvoir structurer l'accompagnement complémentaire qui sort de mes compétences en la dirigeant vers les personnes qui correspondent à ça, que ce soit en termes d'accompagnement judiciaire, en termes d'accompagnement juridique, en termes de psychologie légale, donc avec les soutiens psychologiques qui sont au sein, enfin les psychologues des victimes qui sont au sein
des commissariats centraux, comme le disait Guilain, dont j'avais perdu complètement l'information, c'était sorti de la tête, mais c'est vrai que c'est un soutien qui est supplémentaire. C'est tout cet aspect-là qui va être important. Il ne faut pas voir l'accompagnement comme quelque chose de manichéen et d'individuel en termes de profession. Au même titre que dans les secours d'urgence physique, vous avez des secouristes, des infirmiers urgentistes, des médecins urgentistes, mais aussi derrière des personnels hospitaliers et préhospitaliers, et derrière des éléments qui vont servir en post-opératoire ou en post-hospitalier à vous suivre et à vous réadapter. On est dans un ensemble d'une chaîne de prise en charge spécifique où chacun a ses compétences et chacun a ses spécialités et où chacun a son rôle à jouer dans la reconstruction et la réadaptation du sujet, qu'elle soit physique ou psychique. Vous aurez peut-être toujours un rôle à jouer, et parce que Sarah a créé cette relation sur 2 séances qui s'est construite de telle ou telle manière, elle aura aussi la possibilité encore de travailler dans le cadre de ses compétences à elle et de ce qu'elle peut fournir dans ce travail-là, sans en sortir, qui va lui permettre de pouvoir continuer à pousser les choses plus loin dans son sens. Mais où l'humilité simple de se dire « je ne suis pas la seule à pouvoir aider cette jeune fille et que l'objectif c'est de pouvoir l'aider, quels sont les autres professionnels qui peuvent répondre aux compétences qui seront complémentaires aux miennes et qui vont aussi quelque part nourrir le travail que je peux lui fournir, là où moi où je pourrais rencontrer des impasses et où eux pourraient voir des autoroutes en termes de travail. » Et comment on passe d'un travail qui est indépendant et individuel à un travail réellement d'équipe et on reconstruit la chaîne de santé mentale. Oui, Cyril. Du coup, par rapport à la personne qui va rentrer dans le cabinet de Sarah, je ne sais pas quand, là, prochainement, je ne sais pas, Sarah, comment toi tu te vois de l'accueillir avec tout ça? Comment ça, comment je me vois l'accueillir? Ça va être quoi la séance? Si tu as une idée, hein, c'est peut-être pas. Bah déjà, je vais voir comment elle est, ce qu'elle m'apporte, et puis en fonction, je vais faire en fonction de ce qu'elle m'apporte. S'il y a plus du renseignement à lui donner, ben, on va faire tout ce qui est tous ces droits qu'elle peut avoir et vers qui elle peut se tourner pour si c'est réellement un harcèlement. Et puis, savoir comment ça va se passer, je ne peux pas te dire parce que ça sera vraiment propre à ce que la jeune va m'amener, quoi. Super. Juste d'un point de vue, parce qu'on parle quand même d'un sujet qui est touchy, qui est vraiment d'actualité actuelle, qui est vraiment d'actualité, qui touche beaucoup d'élèves et qui potentiellement peut toucher aussi et mettre ça dans cette situation beaucoup de thérapeutes. Est-ce que quelqu'un saurait rappeler les numéros d'aide en ligne aux victimes et qu'un thérapeute pourrait communiquer aussi à ce type de potentiel victime qu'il pourrait avoir si jamais c'est le cas? Il me semble que c'est le 3018 et le 3020, j'ai 2 informations. Vous le savez, vous? De mémoire, il y a le 3018, ça passe partout à la télé. Moi, j'aurais dit le 3018 aussi. Donc voilà, une information à avoir au cas où, ça peut être une information qui peut être importante à communiquer aux parents, toujours sans leur dire il faut appeler le 3018, hein, mais simplement dire voilà, il existe aussi ça. En plus de tout le reste et de tout ce qu'on a parlé dans le live, il existe telle situation-là, potentiellement. Si vous avez vraiment des éléments qui vous permettent de pouvoir penser réellement et de manière objective que votre enfant est harcelé à l'école, vous pouvez déjà commencer par appeler ce numéro et avoir les conseils de gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement des victimes de harcèlement scolaire. C'est déjà peut-être un premier pas à avoir en tête en termes de délégation de compétences au profit du sujet. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur Cyril, tu viens de relever la main ou c'est que tu l'avais pas baissé? Oui, c'était juste par rapport à la séance, du coup, à ce que j'en pensais, enfin, si je devais le faire. Vas-y, dis-nous comment tu le ferais, toi. Je pense que déjà, si elle vient me voir et qu'elle n'a pas fait de signalement, il y a une première étape, comme tu disais, Sarah, c'est de clarifier la situation factuellement. Ensuite, c'est de clarifier c'est quoi la définition d'un harcèlement et peut-être de l'accompagner dans l'acceptation de est-ce que sa situation est un harcèlement ou pas, qu'elle puisse clarifier, elle, ses idées.
et ensuite de voir quels sont les freins qu'il y a à les informer, et peut-être tu disais qu'elle avait besoin de s'affirmer, peut-être de l'aider à prendre conscience que c'est son rôle d'aller déclarer, ou de demander à ses parents de le déclarer, ou en tous les cas, qu'est-ce qui la freine aujourd'hui à faire un signalement, et l'aider dans cette démarche-là, si il s'avère que c'est un harcèlement, ce qui a l'air d'être le cas d'après les éléments que tu as donnés, et qu'elle en a pris conscience. Et ensuite, la troisième étape, c'est de le signaler. Et du coup, c'est de l'accompagner dans ce processus-là. Les autres, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Cyril? Gaëtan. Oui, ben, je rejoins ce que dit Cyril, mais l'important, je pense, c'est de la responsabiliser sur le fait qu'il faut qu'elle soit actrice de ça. Il faut quelque part que l'initiative lui revienne et qu'elle en prenne conscience, parce que d'une part, puisque de toute façon c'est caractéristique de l'adolescence, il manque de confiance et tout, mais ça sera une épreuve qu'elle réussira à surmonter, mais parce qu'elle en aura choisi le moment et les moyens. Alors après qu'on l'accompagne à faire ça, c'est normal, mais je pense qu'il faut que ce soit sa dynamique à elle, parce que sinon, c'est remettre la solution dans les mains d'autres, de tiers. Et ça n'arrangera pas comment dire, sa confiance en elle. Donc voilà, c'est important de la dynamiser vers ça, pour que ce soit elle qui décide. Et donc elle décide soit de se tourner vers la police, soit vers les parents, soit vers le responsable de l'établissement, mais que ce choix lui appartienne. Voilà. Et Je coupe 2 minutes, Gaëtan, parce que Sarah va devoir partir. oui, Sarah, ça t'a un peu aidé, tous ces éclaircissements-là pour l'instant? Oui, merci beaucoup pour vos interactions à tous et toutes. Et puis je vais continuer à potasser un petit peu le sujet, et puis on verra ce que ça me donnera. Mais c'est sûr qu'avant d'entamer ou de continuer un processus d'accompagnement en hypnose, il y a déjà pas mal de choses à mettre au clair. Et comme vous dites aussi, qu'elle prenne conscience qu'elle est rentrée dans un processus ou pas, pour pouvoir s'en sortir d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, On va continuer à potasser ça là encore tous ensemble. Ça va être la thématique du live d'aujourd'hui. Donc, tu pourras voir le reste. Tu pourras retrouver peut-être des conseils supplémentaires sur l'heure qui restera en reprenant le replay. Donc, n'hésite pas surtout. Et si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à les poser sur le lab aussi. Comme ça, au moins, on peut t'y répondre directement. Et si tu veux bien nous faire un retour d'expérience de cette rencontre que tu auras eue avec cette jeune fille, les preneurs, ça nous dire un petit peu comment ça avance. ça Ça te va? marche. Merci beaucoup à tout le monde, et passez une bonne journée et une bonne suite. Salut Sarah. Au revoir. Sylvain, tu as levé la main. Ouais. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le oui, et du fait faire qu'elle soit actrice de la résolution de la situation, ou de questionner pourquoi elle n'a pas encore fait le signalement. Je pense que c'est un terrain super glissant, parce qu'on arrive dans quelque chose. Enfin, si elle est victime, c'est pour sûrement tout plein de raisons, et c'est aussi parce qu'elle n'a pas là les moyens de s'en sortir. Donc, dans ce genre de situation, on a carrément si c'est du harcèlement avéré toujours, une emprise psychologique de la part de quelqu'un d'autre, c'est peut-être peut-être qu'il faut justement une intervention extérieure pour que ça arrive. Et espérer ou dynamiser pour que ça vienne d'elle, ça me paraît dangereux, voire délétère dans la situation. Complètement d'accord avec toi, Sylvain. Pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi on pourrait trouver que Sylvain, ce que vient de dire Sylvain, c'est extrêmement pertinent? D'ailleurs, en quoi ça va relancer le débat, là, tu vois? Les autres, vous voulez penser à quoi, là, ce que dit Sylvain? Personne? Étonne.
Guilain, tu veux rajouter un truc? Je voulais rebondir sur la même chose que Sylvain. Alors, je suis en même temps d'accord avec Gaëtan. Ouais, dans l'idéal, ce serait super qu'elle puisse trouver les ressources, les moyens, les possibilités que pif paf pouf, etc. Oui, mais what if? Et si c'est pas possible? Et si elle peut pas? Parce que influence, parce que biais, parce que truc, parce que manque d'énergie, parce que chose. Et qu'on lui dit, bah, il faut que ce soit toi. Et si c'est pas toi, on crée une impasse. Donc, Cathy, si on crée je t'ai une vu, impasse, faire un vote. c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Oula, attends, pardon, j'ai bugué. Ouais, ça a bugué, c'est pas grave. C'est bon? Ouais, ça a coupé sur ta Pardon. phrase, Guilain. Il y a Cathy qui avait fait ça, donc j'ai réagi entre-temps, tu avais laissé un blanc et je pensais que tu avais terminé. Cathy, je t'ai vu faire ça. Oui. Parce que moi, dans l'idée, poser la question pourquoi, enfin, c'est pas de lui dire tu dois le faire, il n'y a que toi qui peux le faire, mais c'est comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne passe pas à l'action si, en tout cas, elle sait qu'elle peut aller voir, déjà ne serait-ce que, sans parler de numéros ou je ne sais pas quoi, les autorités qu'il y a dans l'établissement, à savoir les CPE, les pions, enfin je ne sais trop quoi. C'est déjà de comprendre comment elle se positionne par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je le comprends de la part de Gaëtan. C'est pas de lui dire c'est à toi d'agir et de lui dire c'est comme ça et pas autrement. Enfin, moi, c'était dans ce sens-là, moi. Ouais, mais tout à fait. Mais regarde ça, Gaëtan nous remarque, nous le marque à l'écrit, c'est choisir d'être aidé. Et donc, et ça rebug, j'imagine. Oui, alors, désolé. Non, c'est bon, là, on Non, t'entend bien. Voilà, désolé. C'est choisir d'être aidé. Oui, sauf que c'est pas si simple que ça. Et si, au travers de notre question, et je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr que questionner quels sont les freins potentiels est un élément intéressant, mais on doit se prémunir absolument de ça. C'est pas si simple. C'est pas juste une histoire de choix. C'est comme si on disait à une femme violentée, c'est vous qui avez le choix, hein. Il suffit de se barrer, hein. On vient de le bosser avec certains d'entre vous pendant 3 jours. Les influences dans la relation humaine ne sont pas si simples que le simple fait de faire un choix. Et que dès lors qu'on vous met sous une certaine influence, les choix qui vous auraient paru complètement débiles jusque-là deviennent une essence même de qui vous êtes et vous paraissent complètement logiques parce que vous êtes sous l'emprise et sous l'influence de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on a vu en termes de définition de la construction de la relation sous hypnose et des méfaits et des conséquences d'avoir une influence beaucoup trop lourde dans la construction de cette relation, au point que vous avez des arguments et des biais d'influence, des biais d'autorité, des biais de sympathie, qui vont venir moduler la capacité de votre sujet à se positionner. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. On en a déjà des traces depuis les expériences de Milgram, on en a des traces depuis les expériences de Sordic, ça s'appelle les états de conditionnement sociologique humain, et de quelle manière, à partir du moment où certaines influences vous responsabilisent, vous déresponsabilisent, vous apportent des arguments spécifiques à vous positionner d'une certaine manière dans des paradoxes de comportement, en fait, ce qui vous paraîtrait complètement normal à certains instants vous paraîtront complètement stupide à d'autres, ou inversement. Donc en fait, le simple fait de lui demander un choix ou d'essayer d'éveiller sa curiosité ou d'éveiller son positionnement cognitif sur une situation dans laquelle elle peut avoir des influences qui vont être plus somatiques, donc plus réprimées ou refoulées, ne vous permettrait pas d'avoir une expression de sa part qui lui permette de vraiment se positionner de manière saine, éclairée, individuelle et objective. Ça va? L'humain est plus complexe que ça. Et c'est en ça qu'il va falloir être très touchy, y aller vraiment à tâtons dans l'accompagnement qu'on peut lui apporter et rester, pour nous, le plus ouvert possible et laisser le maximum de portes ouvertes. D'où le rappel de justement cette 3 dimensions en termes de tous les éléments qui vont pouvoir se jouer, que ce soit en termes juridiques, thérapeutiques et humains, et de pouvoir, nous positionner en tant que professionnels au milieu, à savoir, je ne dois ni orienter sur l'un, ni orienter sur l'autre, mais ouvrir toutes les portes possibles de chacun de ces éléments, en trouvant à chaque fois tous les acteurs tiers qui potentiellement vont jouer un rôle dans l'équilibre de cette 3 dimensions du cas que je vais prendre en considération.
C'est clair ou c'est pas clair ce que j'ai dit? Tiens. Alors moi j'ai trouvé ça clair, mais, Non. mais Tu sais que t'es bon pour simplifier ce que je dis, donc c'est pour ça que je te dis ça. je sais bien que là, j'ai l'impression, enfin, je donne peut-être l'impression de rebondir de manière extrêmement frileuse sur la question. Mais faut vraiment faire gaffe à ces éléments-là, parce que si on a quelqu'un qui est vraiment dans une situation d'influence, à ce moment-là, même notre question, même un questionnement de dire, tiens, bah, alors quels sont les éléments qui t'empêchent peuvent devenir en réalité des suggestions. Ah mince, attends, normalement, je devrais pouvoir. Ah bah attends, mais si je peux pas, bah, c'est vraiment que je suis nul en fait. Même ça, je peux pas. Attention, les situations de harcèlement sont des terrains qui peuvent mener beaucoup plus loin, qui peuvent mener vers des menaces suicidaires, etc. Et notamment dans la situation dans laquelle on a un truc, il n'est plus possible de s'en sortir. Il n'est plus possible de s'en sortir. Alors, justement, quand la question est, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour t'en sortir? Bah, c'est là où il faut faire gaffe à pas mettre un coup d'accélérateur sur cette question-là. Et comme disait Sylvain, il nous semble tout à l'heure, euh, en l'occurrence, lorsqu'il y a une situation ici, l'idée, c'est de demander de l'aide. Et si cette aide, s'il n'est pas possible de demander de l'aide, alors c'est justement ce principe du signalement. Et ça va être la même situation pour un majeur vulnérable, hein, mais lorsqu'on n'a pas la possibilité, ben, il faut pouvoir protéger la personne. Jérémy Carré. Alors effectivement, et ça va rejoindre ce que vous disiez, dans Palo Alto avait l'habitude de dire que les tentatives de régulation entretiennent un problème. Et là, peut-être aussi que, alors ça reste dans l'éventail des possibilités, mais le fait que le sujet aille de lui-même voir les CPE pour se plaindre du comportement de tel ou tel élève peut provoquer une envie de représailles et donc accentuer les représailles, accentuer le phénomène de harcèlement. Et du coup, là, le sujet se retrouve encore plus confronté à sa propre incapacité à régler le problème, ce qui pourrait, encore une fois, entraîner une dévalorisation et accentuer un sentiment de culpabilité par rapport à la situation. Cyril. Dans le protocole du milieu scolaire, donc il y a 2 niveaux de prise en charge parce que effectivement, si à un moment donné on se dit je peux pas nommer parce que sinon il va y avoir des représailles, ça devient hyper compliqué. Déjà c'est compliqué de signaler, mais si en plus on se dit qu'il va y avoir des représailles, donc là je suis sur le site en même temps en milieu scolaire et ils mettent qu'il y a 2 niveaux. Il y a un premier niveau et puis si ça continue, il y a un deuxième niveau de réaction du système. Qui sont? Donc le premier protocole, c'est mesure de traitement en rencontre avec l'élève victime, là où les témoins, mesure de protection de l'élève ou des victimes, mesures conservatoires. En cas d'échec des mesures éducatives mises en œuvre de risques caractérisés pour la sécurité et la santé des autres élèves, changement d'école de l'élève auteur, accompagnement suivi à long terme, machin, etc. Et dans le deuxième protocole, changement d'établissement de l'élève, donc je ne redis pas, hein, c'est à peu près la même chose, sanctions disciplinaires, accompagnement et suivi à long terme des élèves concernés par l'ensemble des équipes, mise en place d'actions spécifiques auprès des classes concernées, voire de l'établissement entier, suivi dans le temps de la situation. Donc voilà, si ça se répète, ça prend un niveau plus global. Donc là, on vient d'avoir l'énoncé de protocole en 2 étapes, 2 protocoles spécifiques complémentaires. Maintenant, si on le ramène à une logique, à une intelligence humaine, une intelligence situationnelle de terrain, est-ce que ce protocole-là peut être appliqué de manière si simple que la lecture qu'on vient d'en faire dans la totalité des cas de harcèlement? Non, bien sûr que non, parce que sinon on aurait déjà réglé le problème du harcèlement scolaire depuis très longtemps. Donc encore une fois,
et ça touche aussi à notre profession, de quelle manière essayer de simplifier simplement une situation qui est extrêmement complexe parce qu'elle met en jeu énormément de facteurs et de vecteurs différentiels qui vont être des variables, et qui vont évoluer au fur et à mesure que vous allez jouer des coups où il va se passer des interactions entre l'élève agressé, l'élève agresseur, ou un des éléments tiers comme le thérapeute, les parents, les CPE, les machins, les trucs. Tout ça, ce sont des influenceurs et des variables qui vont faire que la partie va évoluer et qu'elle va être dynamique au fur et à mesure. Donc, le protocole, il est là, au même titre que dans un DSM-5 ou quoi que ce soit, vous avez une élaboration de symptômes spécifiques, une reconnaissance de symptômes physiques qui permet de pouvoir traiter un diagnostic. Ça ne veut pas dire que parce qu'on retrouve ces symptômes, c'est forcément ce diagnostic-là qu'on va trouver. C'est que potentiellement, ça doit nous tirer une sonnette d'alerte pour pouvoir se dire qu'on peut tirer vers ce diagnostic. Mais à côté, la totalité d'une recherche diagnostique clinique, et tu me dis si je me trompe, Guilain, correspond pas simplement à je retrouve des points d'un protocole. Ça correspond aussi à la totalité du reste de la construction de diagnostics différentiels qui me permettent aussi de pouvoir évacuer la totalité des autres infections que je pourrais retrouver avec des symptômes similaires ou assimilables à ceux que j'ai retrouvés et qui me permettent de non pas me définir en tant qu'un diagnostic linéaire, simple, efficace, parce que ça répond au protocole et ça répond à ce qui est marqué dans le bouquin, mais plutôt une approche arborescente où je réfléchis en termes de probabilité d'action, de probabilité d'analyse, et où je vais pouvoir juger non plus à dire ça plus ça égale ça, mais ça plus ça égale potentiellement à ça, ça, ça et ça, et que probablement ça devient complexe. Ça va ? Donc là, dans ce cas-là, concrètement, et c'est pour ça que je n'ai pas réagi immédiatement à ta suggestion, Cyril, tout à l'heure, de dire comment on pourrait dérouler la séance pour Sarah, concrètement, vous ne pouvez pas définir à l'avance, là, comment vous allez dérouler la séance. C'est impossible. Il vous manque beaucoup trop de récoltes de données, beaucoup trop d'informations qui vont vous permettre déjà de définir si oui ou non vous avez un rôle à jouer là-dedans, d'une. De deux, de quelle manière vous pourriez potentiellement vous positionner si vous aviez un rôle à jouer, parce que concrètement, ça va répondre à énormément de facteurs supplémentaires. Et de trois, si vous allez être seul ou pas seul à gérer cette problématique, et qui pourraient être les intervenants à mettre en exergue, ceux qui ont déjà été mis en alerte et qui sont déjà en exergue et qui peuvent vous rapporter des infos aussi. Est-ce que c'est votre rôle de récupérer des infos de ces personnes-là ou pas? Et en gros, comment la totalité de la chaîne, la prise en charge de cette personne, va avoir un impact aussi sur cette personne et sur la perception qu'elle aura de la situation qu'elle est en train de vivre elle-même. Un grand phénomène qui est en train de se passer actuellement dans l'environnement, dans notre environnement social et sociétal, c'est qu'on a tendance à absolument tout catégoriser comme une interaction de victimisation ou d'agression. Et que absolument tout doit être justifié comme ça. Au point qu'en fait, on en arrive à ce qu'une interaction doive être justifiée dans une victimisation et la définition d'un agresseur. Ce qui fait qu'on prive aussi le sujet de la capacité d'apprentissage qu'il pourrait avoir dans une dynamique initiatique de l'événement qu'il est en train de vivre, au profit d'une désignation identitaire de ce qu'il pourrait être aux yeux du groupe social dans lequel il évolue, c'est-à-dire je suis victime ou je suis agresseur, sans avoir la possibilité de pouvoir profiter de cette dynamique d'apprentissage qui est censée stimuler ses capacités d'adaptation. Dans les années 70, 80, 90, même jusqu'à maintenant, il y a toujours eu du harcèlement scolaire et on n'a pas forcément nommé, désigné. Pour autant, ça ne veut pas dire que personne ne voyait rien. Les professionnels étaient là, autour, à regarder de manière passive ce qui pouvait se passer entre les élèves et les professionnels, entre les professionnels, et c'est l'écoute et l'attention que chacun des professionnels avec ses compétences peut porter sur l'autre, qui potentiellement peut donner une vision plus globale, mais aussi plus juste et plus objective de ce qui peut se passer, et donc de la potentielle intervention ou non à avoir. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde est compétent et que tous les professionnels ont la capacité de porter ce regard-là. Maintenant, à force de simplifier par des protocoles et par donner les responsabilités à tel ou tel professionnel, on déresponsabilise aussi chacun des individus et chacun des humains dans une relation humaine, dans le rôle et l'impact qu'il peut avoir envers l'autre et sur l'autre, mais aussi sur soi-même. Concrètement, effectivement, et c'est là où ça devient touchy, selon les phrases que vous allez prononcer à cette petite en l'accueillant, de quelle manière vous allez déjà orienter dans un sens ou dans l'autre de potentiels signes d'identification en tant que victime ou en tant que non-victime qui pourraient venir en discordance avec la véritable situation telle qu'elle se
précise et telle qu'elle se construit en dehors des cadres de compétences que vous pourriez avoir pour la préciser vous-même. Parce que ce qui compte avant tout que de la préciser objectivement, même si c'est extrêmement important, c'est quel impact j'ai de manière subjective sur cette personne, en dehors des cadres légaux, qui va la faire se définir, elle, d'une certaine manière, ou la totalité des éléments de ses systèmes sociaux, ses amis, sa famille, etc., tels qu'ils vont la définir, elle. Et comment ça va avoir un impact sur elle à terme. Tout ça, ça crée une complexité de la chose qui est juste énorme et qui sort des carcans simplement protocolaires de j'ai tort, j'ai raison, je suis victime, je suis agresseur, et au bout du compte, je reste dans cette définition-là. Et j'ai été victime de harcèlement. On positionne ça comme une situation statique. Le fond et le fil d'Ariane à tenir là-dedans, c'est de pouvoir garder la dynamique relationnelle et de pouvoir garder en tête qu'au bout du compte, la seule chose qui compte à ça, c'est que vous ne pouvez rien faire à l'événement. L'événement en soi, il aura lieu, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas avoir d'impact sur ce qui peut se passer. Et ce qui a déjà été fait a déjà été fait. Vous ne pourrez pas le changer non plus. C'est factuel. Un événement est un événement. Un événement n'est pas dramatique en soi. Il n'est pas traumatique, il est factuel. C'est la manière dont on construit la subjectivité de l'événement, que ce soit dans un cadre à une échelle sociale ou à une échelle individuelle, psychologique, ou à une échelle somatique, qui fait la déconstruction ou la reconstruction identitaire ou l'aliénation identitaire du sujet qu'il a vécu. Et ce qui fait justement toute la complexité de la prise en charge d'un trauma ou d'une situation potentiellement traumatique pour un sujet qu'il est en train de vivre. Des exemples comme ça, on peut en citer plein. 7 octobre 2023 en Israël, où tous les thérapeutes français avaient envie de se mobiliser pour donner des séances de MDR au sein des bunkers en Israël, en visio, pour pouvoir soulager les gens qui étaient tristes dans les bunkers, sans se rendre compte de l'aliénation qu'ils pouvaient apporter en termes de décharge émotionnelle sur les sujets, des marqueurs adaptatifs qui leur permettaient à eux de pouvoir tirer l'alerte et d'avoir le conditionnement moteur de la réaction à l'alerte qu'ils pouvaient entendre pour aller au bunker, et dans la rapidité qu'ils pouvaient avoir d'exécution de ces conditionnements, au détriment de l'émotion qui était plus basse et qui ne permettait pas de pouvoir avoir ces décharges physiologiques qui permettent cette réaction-là. Par exemple, vous comprenez les impacts et les conséquences de chacun des choix que vous pouvez faire et comment la situation est bien plus complexe que ce que l'on peut penser. À travers chaque protocole et à travers chaque action que vous menez, et pour nous, nos actions en tant que thérapeute, c'est chaque mot et chaque geste que l'on peut porter, il faut pouvoir à un moment donné se demander si vous ouvrez réellement les portes aux arborescences adaptatives du sujet, ou si au contraire vous vous enfermez et que vous êtes en train de le diriger vers telle ou telle solution, de manière consciente et volontaire, ou de manière inconsciente, ou du moins insouciante et involontaire. Et quelles conséquences ça va avoir sur le sujet. Parce que c'est vous le pro. C'est pas lui. Et c'est vous le pro avec certaines compétences. Et il y a d'autres pros au-dessus de vous qui ont d'autres compétences, ou à côté de vous qui ont d'autres compétences. Et donc, c'est aussi la capacité de pouvoir se dire, je ne sais pas. Là, je suis sur un cas qui est trop complexe pour moi et qui sort de ma capacité de compréhension et d'analyse. Et donc, tout seul, je ne sais pas comment je peux travailler. Il va falloir qu'on fasse intervenir d'autres personnes. Face à ce cas de harcèlement, je ne sais pas, moi, en tant que thérapeute non réglementé, comment je peux interagir en toute sécurité pour mon client. Donc, je vous le dis, madame, pour le bien de votre fille, on va avoir besoin d'aide et il va falloir aller rechercher d'autres informations avec d'autres personnes autour. Encore une fois, c'est un exemple, ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais avoir l'humilité de pouvoir en arriver à dire ça et à se dire, j'ai peut-être besoin d'aide, j'ai besoin d'autres personnes pour pouvoir définir vraiment quelles peuvent être les potentielles actions intéressantes et pertinentes pour ce sujet, là, ça serait déjà un énorme pas en termes de professionnalisation. Et ça, vous devriez déjà, ne serait-ce que cette action-là, en être méga fier. Parce que ça veut dire que vous mettez en avant d'abord les avantages et le positionnement complexe du sujet avant le propre bénéfice, quel qu'il soit financier, humain ou quoi que ce soit, que vous pourriez avoir à lui porter une aide que vous n'êtes pas capable de lui porter. Ça va? Oui, Cyril. Dans le cas très concret que Sarah nous amène aujourd'hui, ce dont tu es en train de parler, est-ce que ça intervient là avant son prochain rendez-vous ou est-ce que son prochain rendez-vous, c'est déjà d'affiner la compréhension et puis la vision qu'a le sujet, avec sûrement des questions très ouvertes sur quel est le positionnement du sujet sur ce qui s'est passé,
qu'est-ce qu'elle a entendu factuellement, comment elle se positionne par rapport à ça et qu'est-ce qu'elle veut faire de ça pour effectivement avoir ce positionnement dont tu parles entre peut-être la 3e et la 4e séance, une fois qu'elle a fait cette séance-là. Enfin, dans le cas concret de Sarah, c'est quoi le… J'ai bien Dans le cas compris qu'on concret n'allait de pas prendre de Sarah, décision, hein, mais en dans le termes cas concret de d'accompagnement, Sarah, parce que là, c'est concret. dans le cas concret de Sarah, ce sera le cas concret de Sarah. Et si ça avait été Marion qui avait reçu cette jeune fille, ou si ça avait été Cyril ou Sylvain, si ça avait été toi ou Sylvain ou Gaëtan, au bout du compte, à chaque fois, on se retrouvait dans un cadre singulier qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez face à l'intelligence que vous devez porter sur votre profession et sur vos compétences. Donc en fait, je ne peux pas te dire exactement quel cas concret, quelle question et quelle manière de se positionner pourrait correspondre à Sarah, puisque c'est Sarah, c'est pas moi. Et donc les conseils que je pourrais lui apporter ne feraient que aliéner son propre positionnement en fonction des conseils qu'elle aurait reçus, qu'elle pourrait prendre comme un apprentissage, qui ne serait pas suffisant de base, tellement le sujet est complexe. Tu vois? Donc c'est comment vous vous mettez face aussi à vos responsabilités et comment vous êtes prêt à assumer les compétences réelles que vous avez et celles que vous n'avez pas, et comment vous vous y positionnez. La vraie question là, face à un cas aussi complexe, c'est quelle posture et quel positionnement professionnel vous êtes capable d'affirmer et de poser là, et est-ce que cette posture et ce positionnement professionnel répondent à la déontologie que vous vous êtes fixée dans ce milieu, puisqu'il est non réglementé et que vous n'êtes attaché à aucune véritable déontologie, et est-ce qu'elle répond à votre déontologie? Est-ce qu'elle est au, et ça c'est le fil d'Ariane par excellence, est-ce qu'elle est au profit et au bénéfice du patient uniquement? Et est-ce qu'elle ne nuit en aucun cas, de manière directe ou indirecte, au patient? Parce que, certes, vous êtes en profession non réglementée, mais vous êtes face à des cas de santé mentale. Quoi qu'il arrive, même si c'est tout en bas de l'échelle, vous faites de l'accompagnement en santé mentale. Ça, il faut se le mettre dans la tête, même si ce n'est pas de la médecine. Donc, votre première mission avant tout, c'est de ne pas nuire. Donc, les premières réflexions que vous devez avoir dans votre tête, c'est est-ce que je suis capable là, de manière consciente ou inconsciente, à ne pas nuire à ce sujet? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour être sûr que chaque action et chaque question et chaque élément que je vais poser dans ce cas-là ne va pas nuire à mon patient, ou à mon client, ou à mon sujet? La vraie question là, c'est pas comment je dois me comporter, c'est est-ce que j'ai la capacité de me comporter? Est-ce que je me connais assez et je connais assez mes limites pour savoir que je vais le faire à tout bénéfice de mon patient? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Que je vous dise ça, là, ça vous fait quoi, à vous? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Ça va être super important, vos réponses, là, vraiment. Il faut vraiment que vous vous exprimiez. Gaëtan. Oui, ben, j'avais levé la main tout à l'heure pour. Après, tu l'as développé, tu l'as bien mieux dit. Moi, j'ai noté une phrase que tu as dite, c'est ouvrir les portes à l'arborescence adaptative du sujet. Donc, c'était quand tu as formulé avec plus de précision ce que je pensais tout à l'heure et que j'avais mal défini. En fait, l'idée, quand je lui donnais la possibilité de choisir, c'était d'éveiller cette capacité adaptative, quoi, en fait. C'est pas de lui apporter les réponses ou de lui dire. Par contre, je pense que les choses importantes, c'est de lui dire que la séance d'hypnose, ça n'apportera rien. Ça, je l'ai dit dès le départ. Mais en revanche, l'inciter à faire confiance à ses proches, à ses parents, à maintenir un dialogue, ça c'est indispensable pour pouvoir parler de ses journées, parler de ce qu'elle a pu vivre ou ressentir en tout cas, et ne pas s'enfermer, ça c'est primordial, et faire comprendre que de toute façon, c'est avec cette confiance-là, avec qu'elle pourra trouver les bénéfices de toute l'aide, que tout ce qui existe autour pourra être mis en œuvre. Donc voilà, la priorité, c'est de maintenir le dialogue, qu'elle ne s'enferme pas dans une espèce de prostration. Et à ce moment-là, il y a des solutions. Et si elle n'a pas l'énergie pour en mettre en place personnellement, eh ben, elle n'est pas toute seule. Il y a des adultes qui peuvent se charger de mettre ces solutions en place. Voilà, moi, mon discours, ce serait ça. Et une fois que tout ça sera terminé et que la situation se sera stabilisée, si elle vit mal le souvenir de ces choses-là, à ce moment-là, peut-être une séance d'hypnose pourra lui être utile, mais pas avant. C'est pas une baguette magique. Voilà.
T'entends pas? Merci Sylvain. Oui, pour revenir plus à ce que toi tu disais, moi je partage l'avis, ça me parle aussi, enfin au niveau éthique, c'est un certain besoin d'excellence que je partage. Après, pour nuancer, pour moi, il y a quelque part aussi l'aspect que euh, ne pas nuire, c'est super difficile en fait. Il y a un moment, comme tu sais pas tu sais pas tout et que voilà, il y a un aspect quelque part un peu YOLO quoi. À un moment, il faut se lancer et puis ben voilà. Et alors oui, il faut se former et machin, mais il y a cet aspect où se dire bon bah allez, je me lance avec ça et puis il y a un peu on verra bien. C'est pas du coup c'est galère face à cet aspect-là. Je trouve que c'est difficile. Quand on dit premièrement ne pas nuire, la seule manière que tu as de pas nuire quelque part, c'est de plus interagir avec quoi que ce soit. Tu veux Oui, pas te faire voilà. mal, tu veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit et genre on t'annonce que logiquement tu vas mourir dans 3 jours et tu restes sous ton lit pendant 3 jours comme ça. T'attends, pas qu'il t'arrive quelque chose. C'est complètement stupide parce que si tu restes dans ton lit comme ça, de toute façon, au bout de 3 jours, tu vas forcément crever parce que tu t'es même pas levé pour boire un verre d'eau, tu vois. C'est con. Par contre, c'est derrière cette réflexion, premièrement, ne pas nuire, c'est comment se dire qu'on doit tout mettre en œuvre dans nos compétences et dans notre capacité à pouvoir interagir avec des gens pour ne pas nuire. Mais comment, si on en arrive à nuire, on doit être aussi capable de l'expliquer, de comprendre pourquoi on a nuit, de l'analyser et d'apprendre de la nuisance et de l'erreur qu'on a fait pour ne plus la reproduire ou pour en assumer les conséquences. Vous ne pouvez pas faire un métier d'accompagnement de l'humain à un moment donné sans avoir pris conscience qu'à un moment donné, vous risquez de faire du mal. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est pas juste ça peut arriver, genre c'est la fatalité. Non. C'est si ça doit arriver, vous devez être capable de pouvoir assumer les erreurs que vous avez faites, mais de pouvoir les expliquer, les argumenter, les décortiquer pour en comprendre les concepts et savoir exactement où est-ce que vous avez foutu le merdier et où est-ce que vous avez fait votre erreur pour pouvoir la corriger ensuite. Avoir une attitude professionnelle, pour moi, c'est ça. C'est pas s'arrêter à la fatalité de j'ai pas fait de conneries. Et le mot le plus important dans d'abord ne pas nuire, c'est d'abord, en fait. Les sur lequel on a dépassé, non. C'est pas juste ne pas nuire, point. Parce que ça, effectivement, comme tu disais, c'est utopique. C'est d'abord ne pas nuire. Primum non nocere. En premier lieu, je vais placer, c'est-à-dire que dans mon argumentaire, je vais mettre cet argument-là en premier. J'ai le choix entre faire ci et faire ça. Bah, avant d'aller regarder les autres arguments pour et contre, je vais d'abord aller regarder s'il y en a un qui nuit potentiellement. C'est ça que ça veut dire la situation. Par contre, oui, une thérapeutique, médicamenteuse, non médicamenteuse, est toujours accompagnée de son cortège d'effets secondaires, effectifs ou potentiels. Et donc, à ce moment-là, une technique d'hypnose, bah, très également aussi. Il y en a un certain nombre qu'on peut maîtriser, il y en a un certain nombre qu'on ne pourra pas maîtriser. Et donc, euh, comme dit Jérémy, l'idée, c'est pas de se dire, ah, je ne pourrai jamais nuire, c'est à dire, ok, potentiellement, tout ce que je fais est susceptible de pouvoir poser problème, je le prends en considération, j'essaie de réfléchir à ça en amont, plutôt paver le chemin en amont, pour d'abord ne pas nuire. Et en réalité, c'est exactement ça qui a fait que tout à l'heure, j'ai réagi de manière un peu vive sur ce que tu disais, Gaëtan. C'est-à-dire, là, il existe une possibilité, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit, il existe une possibilité que, au travers de ces suggestions, il y ait quelque chose qui puisse devenir nocif, qui puisse devenir quelque chose. Alors, d'abord ne pas nuire, prenons le temps de l'épargner. Attention, attends, là, je vais dire une phrase et il ne faudra pas entendre ça, au contraire. Voilà. Et moi, ça m'arrive très régulièrement dans l'accompagnement de dire, comme je viens de le dire, alors, là, je vais amener un sujet et on va mettre d'abord de côté ce que ça ne veut pas dire et remettons l'église au milieu du village, etc. De faire d'abord ce travail-là avant d'aller balancer sa phrase. Parce que, imaginons qu'on a balancé une phrase, que la personne ait commencé à partir dans l'interprétation, à ce moment-là, on ne pourra pas ce sera beaucoup plus difficile plutôt de la rattraper dans l'autre sens. Donc, c'est ça, c'est dire, oula, attention, là, potentielle dangerosité de ma suggestion,
Bien sûr, hein, c'est pas un truc absolu, mais bon, on peut avoir un truc qui était dangereux, dont on n'a pas vu le potentiel, ça peut arriver. Mais si déjà je le vois, gaffe. Et donc de prémunir, de mettre des antidotes qui vont bien, ou tout simplement de ne pas faire. Donc c'est ça qu'il y a d'abord, d'abord ne pas nuire. Cathy, je crois que tu avais levé la main avant, non? Cathy. Oui, c'est vrai, j'avais levé la main. Ce que je voulais exprimer, c'est que pour moi, quand je recevrais cette personne, si j'étais à la place de Sarah, et au travers de ce qu'on vient de dire, c'est que dans un premier temps, je suis vraiment dans la collecte de données. Donc, pour moi, l'idée, c'est qu'elle s'exprime au maximum. Et après, c'est faire attention à comment je vais poser mes questions pour ne pas qu'elle puisse avoir une mauvaise interprétation, ou en tout cas, là où je te rejoins, Guylain, c'est d'expliquer que de toute façon, on n'est absolument pas dans le jugement, qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, tu vois, de poser un cadre autour de la question pour être sûr que ça ne puisse pas, enfin, être sûr, minimiser, en tout cas, d'éventuelles dérives pour le sujet, quoi. Et en fonction des données collectées au travers de comment elle se raconte son histoire, l'histoire et au travers des questions que j'aurais pu poser, c'est à partir de là de prendre position. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je suis en capacité de? Est-ce que je redirige? Et puis tout simplement, après, peut-être arrêter ma séance en disant que là, je ne vois pas, en tout cas, un intérêt à faire une séance d'hypnose dans l'immédiat, mais que quand d'autres choses ou d'autres jalons auront été posés ou quand il y a une évolution de la situation, potentiellement, il y a des choses qui peuvent être faites avec l'outil qui est l'hypnose. Voilà. Top, Cathy, parce qu'avec ce que tu nous dis là, on comprend une chose, c'est qu'avant d'être hypno et de diriger tout prix vers l'hypnose pour tout, on est d'abord thérapeute. Et que être thérapeute, c'est d'abord savoir poser les jalons de ce qui est nécessaire à la thérapeutique. Et effectivement, comme tu le dis, c'est déjà de récolter des informations au maximum sur la situation qui nous est présentée. Ça, chapeau. Bravo, Cathy. Merci. Les autres? Oui, Marion. Moi, justement, je rebondis sur ce que Cathy a dit, parce que c'est pas parce qu'on dit non forcément à la personne pour l'outil hypnose que la séance n'est pas non plus bien pour elle. La semaine dernière, j'ai reçu une personne, pas du tout pour la même situation, mais je me suis positionnée à refuser l'outil hypnose, justement parce que ça risquait d'avoir une influence sur surtout son écosystème, en fait. Voilà, et c'est pas parce que on a créé une relation, en fait, hein, ça n'a pas été le souci. Et au contraire, la relation s'est même renforcée après parce que je me suis positionnée. Donc, c'est vraiment dans le bénéfice de la personne. Là, le recueil de données est important, mais il y a aussi tout le recueil de données de l'écosystème de la personne, de voir les tenants et les aboutissants que ça peut induire, en effet. D'ailleurs, du coup, ça ouvre un thème ultra important, qui est celui de quelle place est-ce que a l'hypnose dans vos outils? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est votre outil? Est-ce que que tous vos cas doivent passer dans cet outil-là? Est-ce que vous l'intégrez via une boîte à outils? Et comment est-ce que vous présentez ça? Est-ce que toutes les personnes qui viennent vous voir, elles viennent vous voir pour l'hypnose? Est-ce que quand vous voyez que tiens, ça serait bien de faire ça en plus, comment est-ce que vous gérez cette situation-là? Ces situations-là, comment vous le présentez?
Là, dans le cas précis, la personne ne voulait pas d'hypnose quand elle a pris rendez-vous. Voilà. Parce qu'elle est suivie par un psychiatre et que le psychiatre avait déconseillé l'hypnose. Mais pendant l'anamnèse, elle commençait à me dire qu'elle voulait essayer. Voilà. Mais il y avait plein de facteurs qui faisaient que c'était pas du tout conseillé. Voilà. Ouais, du coup, c'est là où je reviens sur la question de Guylain, qui est super importante. C'est, de manière très concrète, comment vous vous positionnez par rapport à l'hypnose dans votre métier? Est-ce que votre métier, c'est l'hypnose? Parce que votre métier, c'est l'accompagnant. Et comment vous mettez aux yeux de vos potentiels sujets, de vos chalands, cette notion-là et la différence entre cette notion? Un truc très concret que je viens de faire, moi, par exemple, c'est que jusqu'à maintenant, mon logo sur ma vitrine, c'était HypnoOps, avec mon logo, etc. J'ai marqué Hypnose en premier, et Ops. Bon, après, les gens faisaient souvent Hypnops, c'était rigolo. C'est un autre problème de marketing en termes de positionnement, parce que vous avez votre carte du monde des compréhensions que vous faites de ce que vous portez, et puis il y a ce que les autres comprennent en face. Forcément, moi, HypnoOps, je connais, puisque je suis du milieu opérationnel, mais eux, non. Donc ça, c'est une belle gaffe marketing. Mais il y a aussi, est-ce que je mets l'hypnose en avant? Et je pense que l'hypnose est le truc le plus important, ou est-ce que, au bout du compte, c'est la thérapie qui m'importe, et surtout, est-ce que je suis capable d'accompagner absolument tout? Ma nouvelle vitrine, parce que du coup, j'ai appris de mes erreurs et j'ai refait ma vitrine, c'est un logo qui remet en évidence, en gros, en très gros, accompagnement des traumas et de la douleur. Et en dessous, en petit, c'est marqué comportementalisme, hypnose, thérapie brève. Vous comprenez la différence entre un exemple et l'autre en termes de logo? Ça ne veut pas dire que celui-là, il est parfait, hein. Ça veut juste dire qu'il oriente mon identité en tant que professionnel d'une autre manière. Quelle est l'autre? De quelle manière vous lisez cette différence? On va simplifier la question. Vas-y, Cathy. Dans un cas, tu mettais plus en avant l'outil utilisé, finalement, la méthode que tu utilisais pour l'accompagnement des traumas et, enfin, bref, je n'ai pas toute la suite. Et dans l'autre, c'est tu mets en avant en quoi tu accompagnes les gens et en dessous, tu as la méthodologie, quoi, enfin, ou l'outil utilisé. Enfin, les outils utilisés. Si je prends mon cas à moi, moi je fais de l'hypnose et de la sophro. À partir du moment où je considère que mon outil ou mes outils ne sont pas adaptés au travers des données qui sont récoltées, arrêter la séance pour moi, c'est ne pas jouer à la psy, par exemple, parce que j'ai mes propres limites. Maintenant, si c'est toujours récolter de la donnée ou si la personne a besoin d'un espace de parole et puis qu'elle a encore besoin de dire des choses, ok, mais il y a une limite à ne pas dépasser, parce que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue et ce n'est pas mon taf, quoi. C'était dans ce sens-là quand je dis que j'arrête la séance. C'est que je ne peux pas faire autrement puisque moi, je ne suis pas équipée pour traiter avec autre chose qu'est l'hypnose et la sophro. Et en disant ça, tu poses les jalons de tes compétences et les jalons de ton identité professionnelle. Je suis un thérapeute qui utilise les outils d'hypnose et les outils de sophro pour vous accompagner sur telle problématique. Et pas, je fais de l'hypnose. Oui, d'accord, mais sinon, c'est quoi? C'est quoi faire de l'hypnose? C'est quoi l'hypnose? Ça va? Oui, Sylvain. Oui, mais au-delà du côté éthique et valeurs professionnelles, je trouve très bien, il y a le côté purement marketing. Hypnose, ça a aussi un concept qui est général pour beaucoup de la population, qui va attirer l'œil d'une certaine manière, qui va supposer certaines choses ou suggérer certaines choses quand ils verront la vitrine, que juste accompagnement dans la douleur, on risque de passer devant et de dire oui, bon, enfin, j'ai mon médecin, vous êtes gentil. Donc, est-ce qu'au niveau j'ai mon éthique de travail, donc c'est la manière dont j'accompagne les gens qui viennent me voir, et à un moment, il faut quand même qu'il y ait des gens qui viennent me voir, et c'est pas, voilà quoi. Et c'est aussi pour ça qu'un marketing, ça ne s'arrête pas à un logo.
ça s'arrête à tout un positionnement. Ton logo, c'est un centième, un millième de ce que tu es toi et de ce que tu représentes dans ta profession. Mais savoir déjà faire la différence entre je fais de l'hypnose sans donner d'autres arguments et j'accompagne des gens avec l'hypnose face à la douleur et au trauma, tu ne cites pas du tout les mêmes gens. Et Ah oui. aussi, tu n'as pas précisé tes compétences. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas aussi que dans ce milieu-là, dans le milieu de l'hypnose, la plupart des gens s'affirment comme je fais de l'hypnose et reçoivent autant du tabac que de la gestion de poids, que monsieur machin qui veut arrêter de tromper sa femme, que machin truc qui veut faire ci ou ça. Ou madame machin qui veut découvrir ses vies antérieures pour savoir exactement de qui elle est pour pouvoir affirmer sa personnalité. Donc, l'hypnose aujourd'hui, c'est un mot, un concept qui peut vouloir tout et rien dire à peu près autant de fois que ce que l'homme est singulier. Donc, plus loin que l'aspect marketing, et on n'est pas là pour faire du marketing, c'est plutôt l'aspect professionnel, qui là est important notamment dans un cas aussi complexe que celui qu'on vient de voir, qui vous permet de porter les jalons de ce que vous êtes capable de faire et pas capable de faire, et de ce que peut attendre votre sujet ou pas quand il vient vous voir. Si tu dis je fais de l'hypnose et que la personne pense l'hypnose ça va me soulager, ça va me permettre de m'affirmer ou de passer à côté, de me mettre dans un lieu ressource quand je me fais agresser, ben, c'est une raison pour venir te voir. Si elle vient te voir en disant l'hypnose ça va m'aider pour mieux comprendre les interactions humaines qui peuvent se jouer, qui m'ont emmené dans cette situation, c'est autre chose. Et concrètement, dans l'un et dans l'autre, ça ne va pas te demander les mêmes compétences, les mêmes connaissances théoriques, les mêmes aspects en termes de soft skills et pas les mêmes aspects techniques non plus. Il y en a un qui va te demander plus de profondeur et plus de travail, et l'autre qui va te demander une approche plus solutionniste et peut-être plus simple, mais aux conséquences qui peuvent être plus lourdes. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des gens qui font de l'hypnose de manière généraliste, à l'image du médecin généraliste qui a un premier contact mais d'hypnose après, et c'est qui... pas une question de jugement, c'est pas une question de jugement en termes de positionnement, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quel impact ça a, à la fois sur toi, dans ta posture et ton positionnement, et sur les gens qui viennent te voir, de pouvoir affirmer de manière très précise ce que tu fais, ou affirmer de manière très généraliste ce que tu fais. Et ce que tu mets en avant va avoir des conséquences dans les personnes qui vont venir te voir, et donc va avoir des conséquences sur ce que tu voudras leur donner comme service, et comment tu vas devoir y répondre. Donc va avoir des conséquences sur les compétences que tu devras identifier chez toi, et donc va avoir des conséquences sur la manière dont toi, tu vas l'identifier dans ton métier. Ça va? Et concrètement, face à un cas complexe, c'est ça. C'est la manière dont tu te seras identifié dans ton métier et la manière dont ce sera parfaitement clair pour toi qui te permettra de te dire oui, je peux, non, je ne peux pas. Et oui, je sais où vous redirigez, ou non, je ne sais pas, mais on va chercher ensemble. Parce que ma priorité, c'est vous. Moi, je le plaçais initialement, je disais que dans l'hypnothérapie, soit c'était de l'hypnose pour faire de la thérapie, soit c'était de la thérapie en faisant de l'hypnose. On peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Et que je me reconnaissais davantage dans la deuxième acceptation, c'est-à-dire la thérapie, l'accompagnement, pour ça comme on veut, en utilisant de l'hypnose, virgule, entre autres. Parce qu'évidemment, lorsqu'on va poser des questions, lorsqu'on va donner des conseils, lorsqu'on va dire, attendez, là, ça, c'est pas moi, mais néanmoins, attendez, là, vous devriez aller porter plainte et compagnie, tout ça, c'est de l'accompagnement et tout ça, c'est pas l'hypnose. Et puis, j'ai fait ce constat là assez récemment. Quand on regarde, on va dire, l'offre de santé mentale aujourd'hui en France. Et quand je parle de ça, je brasse très large, hein, aussi bien psychiatre, psychologue, accompagnement, sophro, machin, etc. Quand vous regardez, la plupart, en réalité, se répondent d'un outil. Vous avez les psychologues, TCC. Vous avez les psychiatres, psychanalystes. Vous avez les machins, hypno. Vous avez des... Est-ce qu'on imaginerait un plombier clé à molette? Est-ce qu'on imaginerait un ébéniste, ciseaux et rabot? Alors oui, on se dirait qu'ils sont certainement très doués dans le maniement du ciseau et du rabot. Mais en même temps, ça nous paraît un peu étrange. On se dit, bah, attends, moi, ce que j'ai à faire, c'est rénover ma salle de bain, en fait. Je ne sais pas, moi, exactement quel outil il me faut. Alors, évidemment, comme disait Sylvain,
il y a tout ça, et à chaque fois, l'autre côté de la médaille qui est, oui, ben, plus je vais m'étiqueter sur hypno, sophro, machin, etc., plus potentiellement ça va attirer une certaine personne en particulier, alors que si plus je m'étique dans un truc ultra générique, plus je vais passer sous les radars. Et comme le disait Jérémy également, il faut pouvoir placer ça dans l'intégralité d'une communication et pas juste sur un logo, sur un. Mais si on veut accompagner les gens, ce que nous dit, Ericsson, par exemple, pour ne pas le citer, c'est qu'il faut d'abord rejoindre les gens. Et est-ce que lorsqu'on doit rejoindre les gens dans leur globalité, il me semble que oui, c'est un peu l'idée, et donc de là tirer un outil, construire un outil, un relationnel, etc. Et donc, finalement, pour faire ça, si on a en face de nous quelqu'un qui est uniquement client d'un outil, et qui risque potentiellement de mal le prendre si tu lui dis non, en fait, on va pas faire de l'hypnose parce que A plus B, etc. Et qui risque de te répondre, oui, attendez, mais moi je viens chercher ce outil, hein, moi je viens chercher ça comme je viens chercher un massage ou un autre truc, je pense qu'on est passé à côté de quelque chose. Lorsqu'on a quelqu'un qui vient nous voir parce qu'il a envie de résoudre un problème, d'aller mieux, etc., et que au travers de l'entretien qu'on va pouvoir faire avec lui ou elle, on va pouvoir dire, OK, ça c'est le problème, ça c'est l'objectif. Et du coup, on a un trajet à faire entre les deux. Pour ça, on va chercher à le faire de manière efficace et on va du coup mettre en place une stratégie. Dans cette stratégie, on va mobiliser un certain nombre d'outils. Et parmi ces outils-là, il peut y avoir l'hypnose, comme il peut y avoir il me semble, c'est comme mon avis personnel, qu'on est un peu plus large et un peu plus en capacité de pouvoir intégrer cet outil à la juste place dans l'évolution de la personne. Mais après, on peut faire de l'hypnose en mode no confort, comme on ferait un massage aussi bien en mode massage kinésithérapeutique, c'est-à-dire de thérapie, ou du massage bien-être. Aucun problème avec ça. Mais juste deux choses différentes. Bon. Sylvain, Ouais, mais du coup, quelle limite parce que du coup, ça propose une approche qui est ultra globale, avec les arguments que tu apportes, mais qui est d'autant plus difficile à maîtriser. À un moment, pour moi, pour reprendre ton truc, c'est pas d'avoir un plombier spécialisé en clé à molette, c'est d'avoir un plombier spécialisé en plomberie. Et s'il doit bouger l'installation électrique, il te dira, écoutez, vous êtes gentil, mais ça, je suis pas capable de le faire. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu peux pas te limiter à un outil, qui est l'hypnose, avec la limitation que tu connais les limites de ton outil et que tu es capable d'avoir un réseau autour qui dit, ça, c'est l'électricien, mon gars, c'est pas moi. Donc, Ouais, est-ce que tu le fais a priori ou est-ce que tu le fais a posteriori? Est-ce que ton plombier qui va communiquer en. Alors attention, moi je suis plombier, surtout je ne toucherai pas à un truc électrique, donc surtout ne me contactez pas s'il y a l'électricité chez vous. Caricature. Ou est-ce que si jamais on t'appelle un plombier chez lui, je sais pas, et qu'il constate que pour bouger la plomberie, il va devoir toucher au tableau électrique, et là il va te dire, attendez. Oui, là on pourrait faire ci, ça, mais ça vient toucher au fil électrique, donc là il faut rajouter les compétences d'un électricien. Moi, je préfère le faire a posteriori, c'est-à-dire si je suis confronté à cette situation-là, alors je vais dire, tiens, alors, non, attendez, là, c'est un chirurgien qu'il vous faut, là, c'est un psychiatre, là, c'est machin, etc. Mais je le fais en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et oui, c'est tout à fait raison. Ça impose d'avoir de bonnes connaissances de qui est la personne qu'il faut à ce moment-là. C'est la possibilité de pouvoir dire, là, c'est pas moi qu'il vous faut, mais je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est un peu moins satisfaisant, mais c'est toujours cette possibilité-là. Plutôt que de le faire a priori, en disant, surtout, on ne touchera pas à ces questions-là, parce que en hypnose, on a un double côté. On nous dit souvent l'expert de la situation, c'est le patient qui est le réservoir de ses ressources, etc., etc. Et on l'a cité juste avant, non, des fois, c'est pas le cas. Et de la même manière que des fois, tu vas avoir quelqu'un qui. Enfin, la plupart des gens, quand ils viennent, est-ce qu'ils veulent de l'hypnose ou est-ce qu'ils veulent aller mieux?
ceux que je vois chez moi, souvent, ils veulent aller mieux. Et donc, et je n'ai pas spécialement envie d'accompagner les gens qui viennent chercher l'hypnose. Que d'hypnose. C'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Et donc, des gens qui ont envie d'aller mieux, je dis, OK, dans la stratégie pour aller mieux, on va pouvoir faire ça, 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 ça. Ces parties-là, ça peut être ensemble. Telle partie-là, ça, c'est vous de votre côté. Et ces parties-là, c'est avec un autre interlocuteur que moi. C'est à peu près ce que je fais à chaque fois que je rencontre quelqu'un pour la première fois. Et prendre la situation initiale, définir un objectif, établir une stratégie, dire qu'est-ce qui peut rentrer dans le champ d'action, qu'est-ce qui doit en sortir. Mais je le fais du coup a posteriori, pas a priori. Ouais, on est d'accord. Pour moi, j'avais mal compris. Je pensais que tu disais que c'était à toi aussi de proposer les autres alternatives, les autres formes de thérapie. Non. Alors, OK, on est d'accord. Sauf si tu as la compétence dans ces autres thérapies. Exactement. Tout à fait. Mais si tu sais faire la respiration, de la sophro, du massage, de l'hypnose et du reiki, peut-être que ça peut être toi qui peux moduler un certain nombre de choses. Oui, d'accord. Par exemple. Et c'est génial. Moi, ça permet de poser encore une fois les jalons de ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Et ça t'oblige, et c'est ça qui est difficile, oui, Sylvain, c'est vrai, mais c'est ça qui t'oblige aussi à réfléchir à ta profession dans le cas qui se propose à toi. Et non plus à se dire, c'est bon, il est venu me voir, j'ai juste à faire comme d'habitude. Putain, on bosse sur de l'humain. Tu vois, donc oui, ça demande de la réflexion. Oui, c'est dur comme métier, bien sûr, parce que l'humain est complexe et parce qu'il est dur. Mais on a choisi ce boulot. Donc si on l'a choisi, c'est aussi pour pouvoir assumer le fait que ce soit dur. Et que si on le fait, c'est pour l'autre, avant tout. C'est pour l'humain qu'on prend en charge. Et sans chercher à le faire pour nous-mêmes, à se positionner dans certains vecteurs qui nous ont encouragés à le faire, parce qu'en plus, c'est facile de le faire et que ça nous apporte des trucs de le faire. Tu vois la différence? Plutôt responsabilité que pouvoir. On a des responsabilités quand on est professionnel. Un plombier, il ne vient pas te voir avec le pouvoir de régler tes problèmes. Non. Il vient te voir avec la responsabilité de pouvoir mettre en place toutes ses compétences pour régler ton problème. S'il ne peut pas, si c'est hors de son cadre de compétences, il trouvera le moyen de te réorienter. Ça va pour tout le monde? 13h55, on arrive au bout du live. Wow, il était costaud celui-là, il était sympa. Hein, touchy, pointu, tout ce qu'on aime. Petit tour de table rapide pour savoir ce que vous en avez tiré. Guilain et moi, on parlera en dernier. Temps mort pour Guilain. Faut que tu bouges ou... Ah, ok, un coup de fil. Ok, ça marche. On aura le temps de faire le tour de table maintenant que Guilain revienne. On parlera en dernier. Qu'est-ce que vous avez tiré de ce live? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Et est-ce que c'était cool de se retrouver? Sylvain. Oui, c'était cool, ça fait longtemps que je n'étais plus là. Et non, un petit refresh sur les éthiques de travail et ce genre de questions, c'est toujours bien. Je suis content. Chouette, merci. Cathy. Pareil, hein, comme d'hab, c'est très cool. Et oui, c'est ce que ça m'a appris. Enfin, ça renforce ma conviction qu'il y a un réel positionnement à avoir et des limites à ne pas dépasser. Et puis que c'est mon patient, enfin mon client avant tout. Et voilà. Top, merci. Marion. Super cool. C'est très enrichissant. C'est vrai qu'on va en profondeur dans les sujets et ça permet d'amener la réflexion assez loin. C'est chouette. Top, Gaëtan. Oui, ça amène une réflexion sur l'accompagnement. Je n'ai jamais eu ce cas de figure, mais c'est vrai que ça montre que derrière l'accompagnement de l'hypnose, il y a quand même tout ce fantasme, un peu de baguette magique. Quoi. Parce qu'effectivement, dans une situation qui est complexe et qui se déroule, il n'y a pas de solution, parce que la solution, elle est liée aux événements et aux facteurs qui interagissent les uns avec les autres. Donc, pourquoi avoir l'idée chez cette maman de dire je vais aller voir quelqu'un pour faire de l'hypnose pour que ma fille aille mieux? Alors que pour aller mieux, il faut qu'on arrête de l'emmerder. C'est ça. Voilà. Donc, ça fait réfléchir à ça et justement au fait que ça ne répond pas à tout. C'est pas la solution à tout. Top, merci Gaëtan. Cyril.
Super moment de vous retrouver et puis un sujet hyper intéressant, donc qui m'a permis de bien creuser comment moi je pourrais réagir ou quelles sont les questions que je me poserais dans ce cas-là. Et donc à la fois un rafraîchissement et à la fois une grosse réflexion. Merci. Top. Jérémy, Toujours pareil, toujours très intéressant, avec encore une fois plein d'axes de réflexion sur notre positionnement, sur le positionnement du sujet, sur les connaissances à avoir et sur tout l'éventail des possibles qu'on peut être amené à vivre durant. C'est même pas une séance en fait, c'est avant avec tous les questionnements qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut mettre en place et tout ce qui peut se passer et tout ce qu'on peut anticiper à notre niveau. ok. Merci, Jérémy. Sylvain, c'est bon, tu avais déjà parlé. On a parlé. Cool. Donc, il est au téléphone. C'était cool. Ouais, c'est vrai. Là, on a parlé d'un sujet qui est d'actualité, comme je disais tout à l'heure, on a pu voir un petit peu toutes les informations qu'il y a avant de pouvoir se dire oui, je peux faire quelque chose sous discipline. Non, potentiellement, vous ne pouvez pas. Donc, d'avoir revu tous ces points, c'est extrêmement important. De façon plus loin que le cas du harcèlement scolaire, pouvoir se poser les bonnes questions dans ce qu'on a envie de faire nous, en tant que professionnels, dans notre profession, et de la manière dont on a envie de le faire. Donc, je vous remercie pour ces échanges qui étaient super enrichissants, comme d'habitude. On se retrouve sur les lives du Lab le mois prochain avec le nouveau format. Ça allait, ce format d'inscription? Ça vous va? Ouais. Je vous invite à aller directement sur le prochain pour réserver au mois J'ai prochain. galéré, mais ça va, je suis là. Alors, vérifiez dans tes spams, pour ceux qui n'ont pas réussi à trouver le lien. Vérifiez dans vos spams. Normalement, vous recevez, et je vais revérifier, un message de confirmation de votre inscription qui cite bien le lien sur lequel il faut cliquer. Et si vous ne vous inscrivez pas sur Coalendar, vous n'avez forcément pas accès au truc. Donc attention à ça. Ça marche? S'il y a des problèmes sur les mails, vous me renvoyez un petit message privé, je vérifie moi. S'il n'y a pas un problème de la côté de la plateforme Coalendar. Mais s'il y en a certains qui l'ont reçu et pas vous, c'est plus peut-être une question de spam ou d'un message qui est parti à la trappe. Vérifiez bien vos boîtes mail. Ça marche? Et nous, au moins, avec Guilain, ça nous permet aussi de pouvoir être certain que quelqu'un est connecté et donc d'éviter de bloquer ces créneaux pour rien. Alors que lui et moi, on a une activité qui est quand même assez intense. Donc, ça permet de poser les choses correctement. Ça marche? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Tu as 5 minutes à m'accorder en off. 14h. J'aurai pas le temps là. Tu peux m'envoyer un message? Ouais, ben dis-moi quand et puis on s'appelle. Ouais, mais envoie-moi un message pour m'expliquer le truc et puis je t'appelle dès que j'ai un moment. Bisous. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao. Bonne journée. Salut. À bientôt. Ouais.